Ok, c'était bien. Disons que pour apprécier cet épisode, il faut un peu partir du principe qu'on accepte la connerie qu'on a instaurée dans l'épisode précédent et ce qui a amené à cet épisode. Et si on part du principe qu'on tolère cette merde-là, c'était un bon épisode, cet épisode 13. Voilà. Et je pense que le résumé va être plus court que d'habitude, puisque ça se résume beaucoup à de l'action et de la découverte. Et il va pas y avoir énormément de dialogue, de développement ultra poussé autour de ça. C'est un épisode où on respire un petit peu en nous faisant suffisamment apprécier l'action et donc les paysages, l'Afrique qu'on nous montre. Donc déjà, pour venir au conflit contre les Olmecs, il y a donc Gaspard et Laguira qui sont toujours un peu sur le qui-vive, hein, ils sont bloqués. Il y a la lave qui vient d'en dessous, qui risque un petit peu de les buter, hein, ce qui donc tend vraiment à montrer que Zarès est mort, s'il est tombé là-dedans. Hein, vu que c'était pas super clair jusqu'à présent, mais oui, c'est de la bonne lave, donc il a l'air d'être bien crevé, Ambrosius. Moi qui donne une bonne excuse pour ça, donc enfin bref. Et donc il y a les Olmecs qui l'attaquent sur un de leurs vaisseaux. Et c'est là que la Guerra a l'idée d'utiliser l'oricalque liquide qu'Ambrosius a chippé à l'Esperanza pour les attaquer. Ça se passe bien. Gaspard suit le mouvement sans être trop un ego, un tout petit peu, mais pas de façon exagérée ou poussive. Il a même un petit discours pour lui dire qu'il la respecte et qu'il l'aime. Elle lui retourne son respect, son amour pas trop. Je sais pas exactement ce qu'on veut faire avec ça en fait, parce que je m'attendais vraiment pas à ce qu'on appuie à ce point le duo Laguerre-Gaspard. Je vous cache pas, c'est pas vraiment un des premiers trucs que j'aurais vu, mais vous tenez à ce point-là à insister là-dessus, donc est-ce que vous irez quelque part là-dessus, un peu plus loin que ça? Est-ce que vous amènerez quelque chose? Bon, ça tend aussi à montrer que Gaspard, c'est peut-être un profiteur un petit peu salaud sur les bords, mais c'est clairement pas le pire enfoiré du monde quand on compare à ce que la série a fait. Donc, ok, quoi, c'est pas mal d'appuyer ça. Donc, voilà, il lutte pour y résister face à eux en utilisant donc l'oricalque qui explose pas tellement, ça crée des pics d'Orical qu'à partir de l'eau, c'est pas exactement la même chose qu'on a eu la dernière fois, donc c'est super bizarre, mais ok. Et grâce à ça, ils arrivent à s'en sortir. Il y a un petit moment de suspense où on n'est pas sûr qu'ils vont y arriver, mais c'est permet de faire une petite transition où Mendoza sort d'un cauchemar où il craint pour elle, parce que leurs esprits sont liés, donc dès qu'elle est en danger, il se réveille d'un cauchemar. Ça fait partie de ces clichés que je trouve ridicules, honnêtement, mais bon. Ça sera utile dans le scénario sur Esteban et compagnie. Et donc voilà, grâce à ça, ils parviennent à détruire le vaisseau Olmec et à se barrer un petit peu d'eux-mêmes dans la nature en réparant un petit peu la nef. Et au bout d'un moment, quand même, elle finit par s'écraser. Et c'est là qu'ils se disent on va monter le camp. Gaspard était un petit peu ridicule, histoire de rappeler quand même qu'il est toujours ce benet qu'on aime montrer. Et ça se termine là. Donc ils vont devoir se débrouiller un peu tout seuls. J'imagine que la Guerra va essayer de retrouver Mendoza et compagnie parce qu'elle n'a plus rien à foutre là-bas. Elle va pas essayer de bien se faire voir des Olmecs maintenant. Il faut de plus, hein, ses intentions, ses ambitions, c'est n'importe quoi quand on y réfléchit 2 secondes par rapport à ses actions. Et voilà, ça se termine là. Et si on prend ça pour ce que c'est principalement, c'est-à-dire de l'action, c'est bien fait. Ça se suit bien, rythmé, plutôt bien animé. Hein. Une fois de plus, je trouve que l'animation s'est nettement améliorée par rapport à la saison 2. C'était bien, c'était bien. Et on va voir quelque chose d'un peu similaire autour d'Esteban et compagnie, qui déjà vont se poser un petit peu la nuit pour réfléchir à ce que Tao leur a dit, leur a renseigné, comme quoi la septième cité d'or devrait se créer. Il en existe 6 techniquement déjà présentes, et la septième, elle devrait être créée par ceux qui le découvrent. Donc ils se posent des questions, comment ça va se faire? Ça va pas se faire comme ça. On va pas prendre nos petits marteaux et bâtir à base d'oricalque comme ça va pas être aussi simple. Hein. Donc il va y avoir un truc magique qui va se mettre en place, j'imagine. Hein. Hein, ça va être une espèce de truc. Ah, j'ai lu l'expérience de vos voyages et puis ça va créer une espèce de cité hybride qui mettra en avant toutes les cultures qu'ils ont trouvées. Je suis sûr
à 95% que c'est ça. Je vois pas ce que ça peut être d'autre, hein. Par rapport à la morale que veut montrer la série depuis le début, c'est la chose ultra évidente à faire. Et pas mauvaise du tout, quoi. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Enfin bref. Là, il se pose des questions. Il y a même, à un moment donné, il se pose des questions sur comment on devrait l'appeler cette nouvelle cité, puisque c'est nous qui l'avons créée. Il y a Mendoza qui amène le nom Solaris en disant ouais, ce navire me plaisait bien, il me manquait un petit peu. C'est cool de faire ce petit rappel à la saison 1. Voilà, j'étais un peu content, c'est une histoire de dire. Et donc la nuit, ils sont un peu couchés, mais comme je l'ai dit, Mendoza finit par se lever parce que il a ce rêve de connexion avec Isabella, bizarre une fois de plus, et ça lui permet de voir venir une attaque d'hommes léopards, d'hommes donc qui sont en costume de léopard, hein. Là, c'est pas des furies, hein. Normalement c'est des hommes des léopards, qui donc essayent de les avoir de nuit. Et grâce à sa réaction, il parvient à alerter tout le monde se réveille, c'est la baston générale, pas mal, pas mal. Bon, il y a Sancho et Pedro qui font les andouilles, mais le reste, ça va. Même si, bon, petit truc. Des trucs. On essaye de minimiser maintenant les capacités de Zia et c'est cool, ça aurait été cool de le faire avant, vous savez. Parce que, voilà quoi, elle fait un tout petit peu de télékinésie et après, elle laisse. Et ce sera encore pire après. Le truc, c'est que vous avez déjà mis en avant qu'elle sait faire de la télékinésie à un super niveau, et qu'elle sait très bien se défendre grâce à ça. Mais si vous reculez là-dessus, c'est juste incohérent par rapport à ses capacités, quoi. Il faut faire avec, malheureusement, donc faites une configuration où elle peut utiliser ces pouvoirs-là sans que ce soit suffisant. Parce que si vous êtes obligé de rabaisser ses pouvoirs qui étaient déjà forts avant pour que ça passe, c'est un peu discutable. C'est pas le pire qui soit, hein. J'aurais surtout un problème, le seul vrai problème que j'aurai sera à la fin de l'épisode. En tout cas, voilà, après un petit combat pas trop mal, ils finissent par se barrer, les hommes léopards, et ils se posent un petit peu de questions, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, hein. Bon, ils n'auront pas de réponse tout de suite parce que c'est pas évident, et donc ils décident de repartir sur le chemin pour ramener le bateau à sa terre d'origine. Et c'est là qu'on a affaire à un montage plutôt pas mal visuellement, où donc on les voit venir aller de village en village, qui leur indiquent d'autres endroits où aller, mais genre ah c'est cool, vous nous ramenez le bateau, amenez-le à ce village là, puis amenez-le à ce village là, amenez-le à ce village là, ok merci, est-ce qu'à un moment donné on pourrait en venir au fait et à l'endroit final où il est censé être, parce que bon on n'a pas que ça à foutre, et c'est un truc qui n'est pas mis en avant par nos personnages. Et ouais, techniquement, j'ai deux problèmes importants avec cet épisode, maintenant que je m'y penche. C'est que on essaye de mettre en avant que Esteban est un bougon qui réagit mal par rapport à cette aventure en plus qu'on met en place, alors qu'il voudrait s'intéresser, qu'on s'occupe davantage des cités d'or et d'Ambrosius, etc., etc. Et il a pas tort. Oui, il y a des urgences à traiter. Ambrosius, qui a la pierre philosophale d'après ce que vous savez, qui pourrait faire des choses assez graves avec, qui pourrait trouver la 6e cité d'or avant eux, s'ils s'y penchent plus en détail. Le fait que vous fassiez du tourisme et que vous en ayez rien à foutre, comme si la vie était belle, il n'y a pas de souci, ça me fait un petit peu de mal, quoi. Le fait qu'on rabaisse Esteban à sa mentalité, il faut s'intéresser d'abord à Ambrosius, que ça, je trouve ça très inapproprié, parce qu'il a totalement raison sur le principe. Et s'il faut ramener le masque à son endroit d'origine pour trouver la cité d'or, semble-t-il, c'est pas sûr, et ben qu'on y aille directement, de leur point de vue. Hein, donc le fait qu'il soit pas pressé, ça me sidère un petit peu, ça me saoule pas mal, hein, je vous le cache pas. Hein, ouais, il voit ça comme une espèce de petit moment touristique. C'est mignon hein, quand on y réfléchit pas trop, mais c'est un peu gênant quand même, quoi. Un peu gênant quand même. En tout cas, voilà, dans le dernier village qu'on les voit traverser, parce que les autres c'était montré donc dans un petit montage vraiment pas mal. Une fois de plus, visuellement, c'est bien foutu. Et il y a tout le monde qui les accueille, qui disent tiens, on va faire la fête autour du bateau, faire les danses, tout ça, tout ça. Zia, c'est une sorte de déesse pour nous maintenant, hein, comme pour la série apparemment, puisqu'elle fait porter le bateau sans problème. Je pense sincèrement que sur le principe, Esteban et Tao devraient pouvoir, en tout cas au moins Esteban. Et Tao, étant donné que lui aussi c'est un descendant du peuple mu, et je pense qu'il devrait pouvoir, logiquement. Hein. C'est juste qu'ils n'ont pas essayé, hein, mais techniquement ils devraient pouvoir. Au
Au moins Esteban, hein. En tout cas, tout le monde est content, tout le monde danse. Il y a Mendoza qui demande au chef du village ce qu'il sait sur ces fameux hommes léopards. Parce qu'apparemment, il n'a pas pensé à le demander à tous les autres villages qu'ils ont visités avant. Mieux vaut tard que jamais, Mendoza. Et donc, il les renseigne donc que ce sont des hommes léopards qui travaillent pour une grande sorcière qui s'appelle Ndeye. Et en gros, étant donné que Zia peut porter le Bako, elle est considérée comme une sorcière encore plus puissante qu'elle. À ce point, quoi, ce genre de symbolisme, tout ça. Étant donné que c'est en lien avec une prophétie, j'imagine que c'est quelque chose qu'elle a vu venir. C'est genre. C'est genre Blanche-Neige, une fille est plus belle que moi, là c'est une fille est plus puissante que moi d'après une prophétie, il faut que je la bute ou que je fasse je sais pas trop quoi. Et donc, alors qu'on met ça en avant, il y a le chef qui dit « Ah, il n'y a pas de problème, ils s'attaqueront jamais à notre village. » Et qu'est-ce que c'était pas qui se passe? Ils s'attaquent au village. Oh, mais quelle surprise! Donc ouais, arrête de dire des conneries, vieux! Et ouais, ils tombent sur Sancho et Pedro qui font les andouilles rapidement. Ils sont pas fichus de gueuler à l'urgence. Ah, on nous attaque, tout ça, donc ils ont trop peur pour ça. Et ils foutent le feu pour mettre la panique. Ce qui fait que tout le monde court dans tous les sens stupidement. Et ce qui met Zia pas, parce que Esteban, Taro et Mendoza sont trop éloignés. Et donc il y a quelqu'un qui profite de cette panique pour la kidnapper. Et dans une mise en scène que je trouve très grossière. Parce que, ouais, je comprends pas comment ça se fait qu'Esteban et Tao soient aussi éloignés que ça pour ne pas le voir. Faut vraiment, je comprends pas. Ils étaient juste à une quinzaine de mètres d'elle maximum, c'est n'importe quoi. Et, ouais, quoi, une fois de plus, télékinésie, Zia. Télékinésie, qu'est-ce que tu branles? Pourquoi tu restes sur place? Oh, je suis toute paniquée, je peux rien faire. Je veux dire, c'est pas la peine de compenser votre Zia surcheatée en remettant la Zia victime complètement inefficace qui se laisse faire de la saison 1 aussi, hein. Il y a un juste milieu, les gars. Il y a un juste milieu, hein. Donc voilà, elle se fait capturer. Et ça se termine là, cliffhanger, tout ça. Que veut faire Ndeye de Zia? Oh, vous le saurez la prochaine fois. Et voilà, en dépit des grossièretés, de la grossièreté de fin et du fait qu'il faille accepter la connerie comme quoi l'épisode 12 doit s'accepter, ça va. Non mais vraiment ça va, hein, l'action était bonne, le côté visuel, le côté découverte de la culture, une fois de plus, ça se passait bien. Puis aucun moment désagréable de personnage. Ça va, c'est un bon épisode à cet égard. Après, bon, il y a toujours l'arrière-goût de l'épisode 12 que j'ai dans la bouche, et oui, je vous cache pas que le fait que nos personnages n'aient rien à branler des urgences, avec cette espèce d'histoire de Baco, en disant c'est bon, on fait le détour touristique, voilà, ces deux trucs-là, c'est vraiment ce qui me gêne vraiment, hein, mais ça suffit pas à rendre cet épisode affligeant ou quoi que ce soit. Il est bien. Hein, j'ai un peu peur pour le développement de cette sorcière Ndeye, étant donné qu'on la voit en plus, on n'est pas parlé, mais on la voit direct dans l'intro de cette saison 4, donc elle va jouer un rôle assez important ou pas. Si ça se trouve, c'est une fausse piste, hein, on va s'occuper d'elle directement dans l'épisode suivant et puis il n'y aura rien de plus. Voilà, on verra un petit peu ça. Je sais pas exactement quoi en penser, c'est un épisode de transition presque, j'ai envie de dire, qui est fait très efficacement. À bientôt pour l'épisode 14, bye!